Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. 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 C'est parti, it's on. Ce qu'on pourrait dire, tu sais, entertainment and art. C'est ça. Je pense que pour les gens, ce qu'ils recherchent ultimement, c'est une forme d'entertainment. Ouais. Mais toi, c'est ton art. C'est C'est ça. une profession que tu pratiques. Exact. Fait que c'est le clash entre ces deux choses-là qui sont des fois compatibles, Ouais. mais des fois aussi un peu incompatibles. Exact. C'est pour ça que quand on a une proposition qui est complexe, on est comme « Yo, c'était quoi ça? Je me suis pas amusé parce que j'ai pas compris, parce qu'on m'a pas guidé, parce qu'on m'a pas amusé. Ouais. » Fait que bref. Mettons, toi, Kendrick, t'avais aimé, Oui, j'ai aimé ça. mais Oui, j'ai aimé ça. moins que... Mais je l'ai senti, comment dire, peu chaleureux. Ouais. Genre, C'est vrai. sa relation avec la foule, Ouais. je l'ai senti un peu éteint. C'était pas la seule fois. Non, on l'avait vu une autre fois ensemble. Oui, exact. Ouais. Exact. On l'avait vu une fois ensemble au Centre Bell. Non, au FEQ. Au FEQ, t'as raison. Ouais. Ah oui, puis je l'ai vu au Centre Bell En aussi, plus. en plus. C'était la même époque? C'était Humble? Non, c'était avant. C'était avant. Fait que toi, C'était tu l'avais vu avant. avant ça. Ouais, moi, je l'avais vu pour Good Kid. Good Kid, Mad City, Mad City. ça devait être bon, ça. Ben oui, c'était bon, man. Good Kid, Mad City, ben, parce que ça, il y a quelque chose aussi, les artistes qui tournent comme en amont, là, quand ils sont Ouais. encore... Ils étaient plus up and coming, c'est-à-dire que c'était déjà Kendrick Ah oui. Lamar, mais plus up and coming qu'à Humble. Tout à fait. Qu'à Damn, excuse. Puis, fait qu'il y a comme un prime à pogner, là, de comme, Good Kid, Mad City, il devait Ouais. être de bonne humeur. Ah, vraiment, vraiment. Non, c'était un bon show. C'était un beau show. En même temps, on était loin, Centre Bell, fait que t'as comme moins l'espèce de connexion visuelle. Ouais. À Oshéaga, on était quand même proche, fait qu'on pouvait aussi lire sur son visage. Puis ça paraît quand quelqu'un est content d'être là. Ouais. Puis à Oshéaga, c'est que t'as une espèce de plateforme ou une vitrine où tout le monde vient devant toi. Fait que tu peux comme les comparer les uns avec les autres, ce qu'on devrait peut-être pas faire, mais en ce même qui temps, on est le fait. Là. Ce qui est naturel. C'est ça. Là. Fait que j'étais juste comme, OK, ouais. Ouais. Mais c'était très, très bon. C'était très, Qui- très bon. S'il nous écoute, Kendrick Lamar, je tiens à dire, c'était Yo. très, très bon. Kendrick, je l'aime. Moi, j'ai tout aimé. Là. Mm. Moi, j'ai tout aimé. En fait, c'est que après ça, je pense que dans la vie en général, Ouais. c'est ça que je trouve particulier, c'est que je trouve que je suis quand même quelqu'un qui a des opinions, Ouais. mais, et pourtant, en même temps, je trouve toujours que les autres ont raison. Fait que, Ah. mettons, quand je regarde Kendrick Lamar en show, je me dis pas que c'est pour moi. Je me dis que c'est pour lui. Fait que je fais, il a raison de faire ce qu'il fait. Probablement. Intéressant. Mais peut-être que peut-être aussi que je projette ce que je souhaiterais, comment je souhaiterais me sentir sur scène. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ou ce que je l'aime beaucoup, 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 Ouais. parce que j'aimerais être un peu plus détaché. Comme lui, il est. Exact. Je comprends. Tu comprends? Ouais. Il y a aussi le fait que toi, tu es un peu dans ses souliers, dans le sens que vous pratiquez un art performatif sur une scène, tu as un rapport avec le public, puis tu as raison, peut-être que tu fais de la projection, alors que moi, je veux dire, moi, je suis le public, là. Je suis le public cible, puis je suis là pour être amusé, pour être entertainé, comme Mais- on dit. Quand même, tu sais, justement, l'art, ça prend une grosse place dans ta vie. Tu es un gars qui écoute beaucoup de musique, qui lit beaucoup, qui, tu sais, Ouais. s'instruit beaucoup, Ouais. culturellement parlant. Ouais. En plus d'académiquement, évidemment. Et fait que ton rapport à l'art, c'est que pour de l'entertainment ou c'est aussi parce que, justement, tu veux réfléchir? Comme comment ça se traduit dans ton travail? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'art qui t'inspire dans ton travail? Ben, c'est sûr. Oui, c'est de l'entertainment. C'est sûr que, tu sais, des fois, tu as envie de mettre la switch à off puis juste t'amuser, mais tu as envie aussi de vivre une expérience qui va t'amener à réfléchir autrement, tu sais. De te mettre dans les souliers de la personne, de dire, c'était quoi son processus créatif, à quoi il a pensé, c'est quoi son idée, c'est quoi le message qu'il veut nous passer C'est ça, aussi. tu lis les paroles beaucoup. Ben beaucoup. oui. Moi, là, passer du temps sur Genius, Oui, là, c'est ça. c'est mon truc, là. Genre, aller lire les commentaires de moi, je pense que non, ça veut dire ça, non, ça veut dire ça. C'est vrai. Ben oui, je trouve ça important. Genre, il y a comme il y a une richesse là-dedans, tu sais. Il y a des gens qui portent attention vraiment à la musique, à la musicalité. Ouais. Puis il y a des gens qui portent attention, je pense, plus aux paroles. Mais moi, je suis un gars de paroles à 100%. Ah là. ouais. Ouais. Tu sais, mettons dans un bar, là, quand on sort danser, là, moi, j'aime danser, mais j'aime surtout chanter les tunes. Mais il y a des gens qui, tu sais, ils sont là pour danser, puis ils sont comme, j'apprécie la musique. Moi, je suis comme, non, il y a des paroles, je vais aller chanter, c'est comme ça que je m'amuse. Donc, j'ai beaucoup de plaisir au karaoké. C'est quoi tes tunes de karaoké?
Oh my God, mes tunes de karaoké. On dirait que je sais pas c'est quoi. Hey, c'est drôle parce que cette semaine, je suis retombé là-dedans. Corneille, Yo! Bravo. Camaro, Oui. genre Femme Like You, Ouais. Corneille avec classe. Ah, ouais. Ça, là, je veux dire, c'est immanquable. C'est tellement bon, hein? C'est immanquable. C'est tellement bon. Corneille, c'est une des rares vedettes que, quand j'ai rencontré, j'ai demandé une photo. Non. Oui. T'as rencontré Corneille? Ouais, 2 fois plutôt qu'une. Je savais pas ça. Ouais, la première fois, je faisais Patrice Bernier. Te OK, souviens-tu du oui, joueur de oui, soccer? oui. Faisait une game de. Là, je te parle, on est en 2017. Là. 2018. 2017, je me souviens pas de ma propre vie. Puis 2018. Puis février 2018. Puis il organisait une game de soccer pour ramasser des fonds. Ouais. Avec des petites célébrités et compagnie. Puis des athlètes. Puis il m'avait généreusement invité. Puis j'étais allé. Puis et dans mon équipe, il y avait Corneille. Non. Puis à la fin de la game, avant de partir, j'ai juste fait comme. Puis aussi, c'est de faire comme, tu sais, tu salues tout le monde en arrivant. Mais puis oui. comme, lui qui fait salut Jay, enchanté. Puis je suis comme, Corneille, c'est mon nom. Tellement heureux de ça. Puis à la fin, juste avant de partir, j'arrive pour partir, j'ai le manteau sur le dos. Puis tout. Puis je fais, excuse-moi, Corneille, est-ce qu'on peut prendre une photo? Il dit, ben oui, bien sûr, blablabla. Puis on avait pris une photo. Oh my God. Je l'avais recroisé pas longtemps après. J'avais été voir Justin Timberlake au Centre Bell. Avec moi? Cette fois-là? J'étais allé 2 soirs de suite. Brag. Aidez-le quelqu'un, s'il vous plaît. C'est que j'avais acheté des billets, puis on m'avait invité, je pense. Puis quand on avait acheté des billets, je sais pas si tu te souviens, on était allés toute une gang. Il y avait Dan, Ben oui, Jou, ma ta soeur sœur, Laurie. Mais là, je me sentais mal parce que j'avais pas invité ma petite sœur, Sarah. Ah. Parce que moi, je suis de même. Je Oui. me sens coupable. Ben oui. Et là, vu que j'avais Ah, été invité, le lendemain, j'ai fait Sarah, j'ai des billets, veux-tu venir? Fait que j'étais retourné voir Justin Timberlake Bravo. avec Sarah dans Bravo. une loge. Et Corneille était là. Bravo. Encore une fois. Puis là, ben, j'étais bien heureux de le recroiser. Oh man. Corneille. Yo. Quel j'allais dire star, quelle vedette, mais quel être humain, je pense, honnêtement, là. Cet album-là, Parce qu'on vient de loin. C'est ça? Ouais. Ou c'est seul au monde? Non, c'est Parce qu'on vient de loin. C'est parce qu'on vient de là. Exact. 2002, je pense. Ouais. C'est, Me semble que oui. ouais, c'est, écoute, Ça m'en il y a bon. tellement de hits là-dessus, là. Puis c'est chargé aussi. Ben oui. Il y a comme, c'est ça, il a utilisé son art, sa vitrine, sa voix pour nous livrer son histoire de manière tellement authentique, de manière tellement bienveillante, mais ça nous fait vivre quelque chose quand tu écoutes ça, là, genre Seul au monde, Parce qu'on vient de loin, t'es comme, oh mon Dieu, il y a du vécu derrière ça, il y a du ressenti, il y a un déchirement, il y a une histoire familiale horrible, mais en même temps, il nous l'apporte de manière tellement sereine, on dirait. C'est fascinant. Moi, ça me donne encore des frissons. Écoute, je l'écoutais hier en voiture avec ma blonde. Puis, quel artiste. S'il nous écoute, Corneille, sache qu'on t'aime, man. Yo. Énorme. C'est énorme. C'était vraiment. Ben, tu vois, le peu, c'est que ce qu'on disait au début, tu sais, je pense que justement, il a trouvé le juste milieu entre l'art et l'entertainment, dans le sens où je pense pas que son point de départ, c'était hey, je vais entertainer le monde. Exact. Peut-être, parce que, tu sais, il voulait que les gens dansent et tout ça, mais quand t'écris ces paroles-là, Eh oui, t'as les 2 pieds dans la sincérité, puis définitivement. t'es comme, hey, regarde, je pense que c'est ça, fait que c'est ça de l'art, là, tu sais. 100%. Mais là, aujourd'hui, ton métier est, somme toute, relié à ce genre d'histoire-là, quand même. Oui, ben C'est oui. quoi ton titre? Parce que là, tantôt, c'est une matinée de rêve. Mentionnons-le. On est allé faire un petit easy jog avant de venir ici. Sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. Moi, c'est mon genre de matinée. Et là, tout le long qu'on courait, depuis hier, je suis comme, ah oui, demain, j'enregistre un peu. Ça fait tellement longtemps qu'on a fait ça, en plus. C'est vrai. On l'a fait 2 fois? 3 fois? 3 fois. 3 fois. Fait que c'est la Ouais. 4e fois. C'est notre 4e fois. D'autres, t'es peut-être officiellement la personne avec qui j'ai fait le plus de podcasts. C'est-tu vrai? Ça doit. 4, ça doit être pas loin. Ouais. Peut-être. J'apprécie. Dave. Ah ouais, Dave. Ah, Dave. Mais là, ça fait longtemps. Ben oui. Mais. Puis là, j'étais Est-ce comme. que j'ai comme une carte, comme à tout le monde en parle ou quelque chose? Il n'y a rien comme tout le monde en parle ici, malheureusement. Ah, bon. Mais je peux t'offrir. Moi, ça, tu vois, ça, faut que je travaille là-dessus. Je suis pas bon avec les types de démonstration d'amour. Comment Oui, t'appelles ça? oui. C'est ça? Oui, c'est love language, I Love guess, language. en anglais. Ouais. Moi, les cadeaux,
c'est le dernier salé, je pense. C'est pas ton fort? Je suis pas bon là, avec ça. Là. Mais pourtant, tu fais vraiment des belles cartes. Mais c'est ça. Je tiens à souligner, là, pour les gens qui connaissent peut-être pas Jay dans l'intimité, Jay fait vraiment des belles cartes. Mais tu prends le temps d'écrire un bon mot, c'est soigné, il y a autant de l'humour que du ressenti. C'est vraiment touchant de recevoir une belle carte. Ben, t'es gentil, je me mets tellement de pression. J'ai écrit une carte pour mon cousin en fin de semaine, vu qu'il a eu 40 ans, puis là... Et je l'ai écrit juste avant d'aller au souper, tu sais, puis je m'en voulais, parce que j'étais comme... Normalement, j'écris un premier brouillon, tu sais, comme une semaine avant, mettons, puis après ça, j'y reviens, puis ça. Puis là, genre, j'aime ça l'écrire à main. Ouais. Habituellement, je fais un petit dessin aussi sur le dessus. Oui. Là, j'ai pas fait de dessin, parce que là, j'ai il manque de temps, puis... Fait que là, j'étais comme... tu sais... Puis je dois t'avouer, je voulais... je sais pas, là, je voulais dessiner un boxeur, puis là, j'étais comme, je veux pas, je sais pas là, de quoi ça va l'air, ça va être trop, je veux pas faire quelque chose de déplacé, je sais pas, ça me stressait. Fait que, mais les cartes, je trouve ça pas si pire. Ouais. Mais j'aurais aimé ça avoir un bon cadeau. Puis c'est comme si c'est toujours la journée même que je pense au cadeau. Au cadeau, ouais. Puis là, il y avait tout ça où puis c'est un peu la même approche que j'ai avec les podcasts où c'est souvent la veille que je fais ah oui, demain on fait ça, Chris. J'y ai pas pensé. Qu'est-ce qu'on. Après ça, j'essaie de me calmer les nerfs. Là. Ben oui. C'est comme l'instinct de performance qui me reprend le dessus. Mais ton titre, là. Oui. Je sais que je vais essayer de deviner. Il y a combien de mots dans ton titre? Je te dirais que ça fait se faire au Scrabble. Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a le mot O. O? H-A-U-T. Ah oui, OK. Il y a chef. Il y a chef. Il y a-tu commissariat? Oui, commissariat. Le haut commissariat. Exact. Chef du haut commissariat pour les réfugiés. Il manque des mots, là. Ouais, t'es pas loin. Mais je me trouvais, tu vois, ça, c'est ça, pour revenir au love language, puis dans le sens, c'est pas. Mais je suis comme, je suis pas un bon ami, esti, je devrais connaître son titre de job, ça n'a pas de crise de sens. Franchement, ça fait juste 2 mois que je suis là, en fait, là. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Est-ce qu'on backtrack de genre, comment t'as mis le pied dans la porte à l'ONU? Ah ouais, donc, on peut. Fait que t'as commencé par un stage. On peut, parce qu'en fait, la dernière fois que je suis venu à ton podcast... C'était avec Denise. C'est avec Denise, mais si on revient, tu sais, au premier podcast qu'on a fait ensemble en 2019, à l'époque, j'étais avocat. Exact. Je suis toujours avocat, rassurez-vous. On m'a pas radié. Oui. Ça aurait été malade que on va faire un podcast pour parler de ça. Non, je suis toujours membre du Barreau du Québec. Mais à l'époque, je travaillais à l'aide juridique à Montréal. Exact. Et, Faites quoi, 7 ans, 8 ans, 9 ans? Ouais, à peu près 7 ans à l'aide juridique, donc de 2014 à 2021. Puis c'est justement l'année ou les mois avant la pandémie, je suis parti en sabbatique pour commencer une maîtrise en droit international que je tarde à finir par ailleurs. Si mon directeur de thèse m'écoute, je suis tellement désolé. Je sais pas quoi dire. Lui, il te voit, puis il est comme, Chris, il est supposé être en train de faire autre chose qu'un podcast avec un comique. Mais bref, c'est cette maîtrise-là, honnêtement, qui m'a donné la piqûre ou qui m'a ouvert un peu la voie vers les Nations Unies. Comment? Ben, c'est des cours. C'est un intérêt que j'avais depuis longtemps aussi. Quel cours, mettons? Oh my God, quel cours! Ben, qu'est-ce qui a fait que je pense que tu m'as toujours parlé que tu souhaitais travailler à l'international. Il y a 100%. toujours eu quelque chose 100%. par rapport à ça. En plus, c'est que tu es un peu un citoyen du monde d'une certaine manière. Aussi. Dans le sens, tu parles toutes les langues du monde, je pense. Tu les parles toutes, non? 2 de moins que le pape. Oui, c'est ça. Juste 2 de moins que le pape. Mais non. Non, mais tu sais, comme tu as comme une facilité avec les langues, je trouve que géopolitique, tu es très, très bon. Comme moi, à chaque fois qu'on fait une ride de char, j'ai l'impression d'assister à un cours. Comme je te pose des questions puis tu m'enseignes. Ça me fait plaisir. Et je suis très reconnaissant de ça. Ça me fait plaisir. Il y a des gens qu'on nommera pas, qu'avant d'aller justement, toi, on en parle, m'envoient un petit texto pour me dire là, il va y avoir un expert de la géopolitique. On peut nommer Kat Levac sans problème. Je pense qu'elle me l'a déjà dit. Peux-tu me faire un crash course sur telle affaire? Puis ça me fait honnêtement toujours vraiment un grand plaisir. Elle t'a pas. Le pire, c'est que je pense que la dernière fois qu'elle est allée, elle t'avait appelé avant. Puis il me semble qu'elle m'avait dit s'il me pose une question là-dessus, je vais parler de Joey. Oui.
Ah, man, mais c'est ça, ouais. Fait que j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Je pense que ça vient, I guess, de ma famille, I guess, des sujets dont on parlait. On parlait souvent beaucoup de politique. Ouais? Ouais, honnêtement, à la maison. C'était-tu une conversation ouverte, mettons? Est-ce que vous étiez capable d'être en désaccord? Ben oui, puis on l'est encore aujourd'hui, là. C'était pas tendu. Non. C'est ça, Non, nous non, autres, non, on non, est non, trop non. sanguins. Ça n'a pas de sens. Non. Je veux dire, c'est animé, c'est chaud, mais on est capable d'avoir, c'est ça, de trouver un consensus à travers notre dissensus. Puis c'est bien correct comme ça, là. Donc, Puis, mettons, toi, tu tires la couverte de quel bord? ben écoute, je peux pas te dire que je la tire d'un bord plus qu'un autre, là. Je pense que c'est plus des fois de... J'aime ça jouer à l'avocat du diable, puis d'amener l'espèce de contraste à des opinions des fois trop tranchées ou trop clivantes. Puis c'est ça qui est bien aussi, c'est comme ça que tu alimentes une conversation, puis je pense que c'est comme ça aussi qu'on grandit, puis qu'on change nos certitudes des fois. C'est comme ça que je le vois, honnêtement. Mais ouais, fait qu'il y a des conversations super ouvertes sur la politique. Ma grand-mère nous le rappelait d'ailleurs dernièrement. Elle disait, ton rêve a toujours été d'aller aux Nations Unies. Je suis comme, ah ouais, elle a pas tort. Elle a pas tort. Quand j'étais jeune, tu sais, j'en parlais. Ah ouais? Ben oui. Tu sais, au cégep, j'ai fait la simulation des Nations Unies. Je l'ai enseigné par la suite. Donc, il y a toujours eu ça à travers moi. Puis là, ben, la maîtrise. Puis mon travail avec les personnes réfugiées aussi, donc les personnes syriennes qui avaient été réinstallées en 2016. On en avait jasé un petit peu au podcast à l'époque. Donc, les ateliers de vulgarisation juridique que j'avais développés. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, c'était des pièces parfaites qui ont fait un genre de beau casse-tête fini qui, aujourd'hui, est mon travail au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Fait que on a plusieurs noms ou titres. Là, on est assez versatile. Puis voilà. Donc, ma maîtrise m'a amené à faire un stage. Et le stage m'a mis un peu le pied dans la porte. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un contrat de remplacement. Puis de fil en aiguille, ben là, il y a un poste qui s'est ouvert. Denise partait à la retraite. J'ai postulé, entrevue, examen, tout le kit, là, examen physique. Yo, des examens intenses aussi. Il y a des trucs intenses. Je sais pas de ce que tu as le droit de parler ou pas, là, mais il y a des trucs intenses quand même, non? Ben oui, c'était pas facile. Honnêtement, Il y a des formations aussi difficiles, là? Oui, des formations difficiles. Je te dirais que l'examen, c'est le plus difficile, l'examen écrit, parce qu'on te donne deux ou trois questions en français et en anglais, puis on dit, ben, t'as 1 heure pour répondre à tout ça. Puis c'est comme, faut pondre 3 rédactions, 3 productions écrites en 1 heure, là, sur 3 questions qui sont, ma foi, tellement complexes et qui mériteraient beaucoup de nuances, là. Ouais. Genre, régler les enjeux politiques et conflictuels à travers le monde. T'es comme, wow, OK, j'ai besoin de plus que 15 minutes pour faire ça. Mais C'est la écoute, question la plus large au monde. oui. C'est quoi le problème, puis c'est quoi la solution? Ben là, Chris, je sais pas, dude. Fuck. Ouais. Fait que ça a été difficile, mais ce qui a été, je pense, le plus difficile, ça a été l'attente. Ouais. Parce que j'ai postulé sur ce poste-là au mois de juin de mémoire. Puis, tu sais, rapidement, il y a eu les entrevues, l'examen. Puis là, whoop, après ça, t'attends. J'ai attendu presque 8 mois. C'est des décisions qui sont prises bien loin de toi, là. Tristement, on peut le dire, là, c'est encore une organisation qui est hiérarchisée, qui est assez bureaucratique aussi. Fait que c'est pas toujours smooth, les décisions. Fait que là, ben, ça monte à des niveaux plus élevés. Il y a des comités qui se penchent sur les candidatures, font des espèces de rankings et là, finissent par choisir quelqu'un. Puis le temps que ça revienne par en bas, ben, c'est ça. Ça prend 8 ou 9 mois. Puis pendant ces 8 ou 9 mois-là, j'étais assis un peu dans une situation inconfortable parce que j'avais démissionné, moi, de mon poste d'avocat à l'aide juridique. Je faisais quelque chose que j'aimais beaucoup, j'enseignais à temps plein, mais l'enseignement aussi, avoir des charges de cours, il n'y a rien de certain là-dedans. Là. C'était un peu à la merci de est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus d'ancienneté que toi qui va pouvoir avoir la charge? Est-ce que les cours que tu veux enseigner vont revenir ou pas? Donc, j'étais dans tout ça, puis là, je me disais, mais si j'ai pas le poste, qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment je me réoriente? Est-ce que je me retrouve une nouvelle job? Fait que, ouais, des réflexions inconfortables.
difficiles, mais qui, ultimement, ont mené à quelque chose de positif. Donc, j'ai commencé officiellement le 1er février comme chef de bureau, c'est ça le titre, chef de bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Montréal. Et là, mettons, c'est très long, c'est une signature courriel. C'est ça, c'est un long pas. Puis tout d'abord, félicitations. Merci. Évidemment, Kudos. Maggie. On s'est parlé de ça, évidemment, tout le long du processus. Puis, mettons, pour les gens qui écoutent ça puis qui font comme, OK, ça veut dire quoi, ce poste-là? C'est en quoi consiste concrètement ton travail? Parce que, tu sais, on connaît l'ONU, Ouais. mais mettons, le bureau à Montréal, c'est quoi la réalité? C'est quoi que vous faites? C'est quoi que tu fais, toi? Ben, la réalité, c'est qu'on pense connaître l'ONU, mais on ne connaît pas vraiment l'ONU. C'est ça. L'ONU, c'est immense. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Juste nous, on est une agence spécialisée des Nations Unies qui avons le mandat de venir en aide aux personnes déplacées, donc les réfugiés, les personnes demandeuses d'asile, les personnes déplacées à l'interne, qu'on pourra définir plus tard si tu veux. Ouais. Si ça t'intéresse. Mais ça. Ben, ça, c'est notre mandat. C'est un Au mandat. Canada. Ben, là, je parle de l'ONU au niveau international. Ouais, OK, excuse-moi. Juste nous, là, donc le HCR, le Haut-Commissariat pour les réfugiés à travers le monde, on est 21 000 employés. Puis là, je te parle pas de l'Organisation mondiale de la santé, je te parle pas, tu sais, du secrétariat, du Conseil de sécurité, je te parle pas du Haut-Commissariat pour les droits de la personne, je te parle pas de, tu sais, il y a tellement de comités et d'agences spécialisées aux Nations Unies, c'est immense. C'est vraiment, vraiment gros. Le bureau chef, il est où, mettons? Alors, il y a différents sièges. Notre siège à nous est à Genève. Wow. Le siège des Nations Unies est à New York. Ouais, évidemment. Donc, Ben oui. Ben oui, c'est là que tu as fait la simulation. exactement. Ouais. Exactement. Mais il y a comme différents sièges. Genre, l'UNESCO a son siège à Paris. Tu as des agences qui ont leur siège à Nairobi, au Kenya. Tu en as d'autres qui sont à Vienne. Fait que, tu sais, on est un peu éparpillés à travers le monde. Il y a, j'imagine, une espèce de question d'équité régionale, là, que tu vas avoir le plus de présence partout à travers le monde. Fait que bref, le HCR, on est donc 21 000 à travers le monde et on est une trentaine au Canada. OK. Alors, c'est quoi le mandat du HCR à travers le monde? Comme je disais, on est l'agence connue notamment pour nos abris. Donc, quand tu penses au camp de réfugiés, donc imagine un cas où il y a des hostilités, un conflit, puis là, les gens sont forcés à quitter, donc prennent l'essentiel, à peine le temps de faire une valise et là, prennent la route, quittent. Bien, nous, on va intervenir et on va donc administrer, on va gérer là, un camp d'aide humanitaire avec des abris, des tentes. Puis il va y avoir d'autres organisations avec nous, partenaires, qui vont donner, c'est ça, nourriture, de l'eau, des services médicaux, etc. Là, je t'arrête. Je vais poser des questions. Ça risque d'être des questions bien stupides, mais... Il n'y a rien de niaiseux, hein? C'est ça. Mettons, là, quand vient le temps, puis si tu le sais pas aussi, il n'y a pas de stress, Ouais. on s'entend bien à l'aise. Mettons, quand vient le temps de monter un camp de réfugiés, Ouais. comment ça fonctionne pour trouver le lieu où monter ça? Puis... Tu sais, je veux dire, il y a des installations. Comment ça fonctionne? Mettons le point A, il faut faire... Il y a des gens en déplacement dans telle partie du monde, ils s'en vont vers tel... Est-ce que vous avez... Comment ça... Tu sais, le point de départ pour faire un camp de réfugiés, c'est quoi? Ben écoute, il y a peut-être plusieurs points de départ. D'abord, il faut voir les gens sont déplacés où. Puis en fonction de les gens vont où, est-ce que les États qui les accueillent ont les capacités pour justement prendre en charge dans la société civile qu'on va appeler les personnes réfugiées, auquel cas, ben, il n'y a pas lieu d'administrer ou de monter un camp de réfugiés. L'exemple le plus récent, c'est le cas de l'Ukraine. T'sais. Le HCR n'a pas monté des abris en Pologne ou en Moldavie ou en Hongrie, là où les gens ont quitté par milliers, voire par millions. Cela dit, dans des États qui sont plus pauvres, qu'on va dire moins développés, puis je mets ça entre guillemets, là, ouais. Entre gros guillemets, ben ça se peut qu'il n'y ait pas les capacités, les facilités pour accueillir un mouvement populationnel comme ça. Ça se peut aussi que la géographie fasse en sorte que, ben, tu sais, on est dans le désert, ou on est dans un endroit où on est loin de pôles qui sont plus civilisationnels, donc des grandes villes, des grands centres.
rentrent, bien là, à ce moment-là, là, on va intervenir avec la permission des États. On va pouvoir administrer, là, si on a l'autorisation, des camps dans ces lieux-là. Fait qu'on va vraiment suivre les individus. On ne forcera pas les gens à aller, on ne leur dira pas « allez là-bas parce que nous, on est là-bas ». On va aller là où les gens vont s'entasser. Puis les gens, ultimement, par la force des choses, les êtres humains vont chercher la sécurité. Donc, vont se déplacer là où ils vont se sentir en sécurité, accueillis, entre guillemets, où il y a les installations ou les facilités pour qu'ils puissent trouver un abri, un refuge. C'est d'où le mot réfugié, un refuge sanctuaire. C'est essentiellement ça. Okay. Fait que ça, c'est au niveau international. Nous, au Canada, encore une fois, l'État ici est assez fort pour accueillir les individus qui viennent ici et qui demandent la protection de l'État. Donc, il n'y a pas de camp de réfugiés au Canada. Cela dit, on a quand même un travail important à faire ici, qui est davantage un travail qu'on va dire de advocacy. Advocacy en français, le mot, ça serait un plaidoyer. Donc, on va travailler auprès des gouvernements, auprès de la société civile, auprès des institutions, pour justement faire un plaidoyer positif à l'endroit ou concernant ce que les personnes déplacées vivent. Donc, on va informer les gens de leurs défis, de ce qu'ils vivent, des routes migratoires qu'ils vont prendre, des enjeux auxquels ils font face, des obstacles auxquels ils font face. Et on va, on va travailler avec le gouvernement, soit pour favoriser la réinstallation, donc pour accueillir davantage de gens ici, ou pour inciter ou encourager les gouvernements à travailler avec les autres États pour que, justement, on règle les problèmes en amont, puis que les gens n'aient pas à fuir leur maison. Parce que entre toi, puis moi, puis le poteau à sirop, les gens, là, il n'y a personne qui voudrait fuir, là. Honnêtement, les gens voudraient rester à la maison, voudraient rester chez eux, mais les gens quittent, les gens fuient parce qu'il y a quelque chose qui les force à fuir. Puis ça peut être la persécution, ça peut être la guerre, ça peut être la violence, ça peut être la discrimination. Tu fuis parce que tu ne peux pas aimer la personne que tu veux aimer. C'est grave, là. Fait que les gens vont prendre des routes dangereuses, vont se rendre jusqu'au Canada, par exemple. Donc, nous, on veut travailler avec les gouvernements en amont pour que, justement, on favorise le respect des droits de la personne puis que les gens, ultimement, aient moins besoin de fuir leur maison. Fait que c'est gros, là, mais c'est ça. C'est ça. Est-ce que, sachant que tes parents sont d'origine syrienne, ils ont somme toute fui la Syrie, d'une certaine manière? Non. Non? Non. Puis c'est un bon point que tu amènes. Mes parents n'ont pas fui la Syrie, mes parents ont quitté. Puis je pense que c'est une belle opportunité ici pour parler de la différence entre les personnes réfugiées puis les personnes migrantes. C'est ça. Donc, la migration, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Tu sais, des migrants, tu peux choisir de quitter pour des raisons dites économiques, pour améliorer ton niveau de vie, pour des raisons d'amour, pour des raisons de réunification familiale, parce que tu veux rejoindre un membre de la famille. Fait que bref, il y a différentes raisons qui vont pousser des gens, des migrants, à passer d'un point A à un point B. Les personnes réfugiées ou les personnes demandeuses d'asile, c'est pas un choix qu'elles font, là. Elles sont contraintes de fuir. Puis c'est ça même la définition de réfugiés dans nos lois, dans nos conventions. Bien, il faut que tu fasses la démonstration à un juge, à un commissaire au Canada, à un tribunal, que justement, tu as dû quitter parce que tu étais contrainte de quitter. Puis tu ne peux pas rentrer chez vous parce que tu crains que si tu rentres chez vous, bien, tu risques d'être persécuté. C'est pas la même chose une personne migrante qui quitte pour améliorer ses conditions de vie. Donc, moi, mes parents n'ont pas fui la Syrie, ne sont pas arrivés ici comme réfugiés, mais ont quand même emprunté, donc, des routes de la migration. Alors, il y a des ressemblances, mais il y a aussi une différence fondamentale qui est celle du choix, je pense. C'est ça. Chez les personnes réfugiées. Est-ce que chaque personne réfugiée doit passer devant un tribunal? Oui. Chaque personne? Bien, c'est-à-dire, une personne demandeuse d'asile, donc une personne qui arrive au Canada puis qui demande l'asile, donc qui cogne à la porte du Canada puis qui dit « J'aimerais avoir la protection du Canada parce que je ne peux pas rentrer dans mon pays pour
XY raison. Parce que je suis persécuté en raison de ma race, de ma couleur de peau, de la personne que j'aime, de mes croyances politiques, de ma religion. Ben cette personne-là, elle va faire une demande aux autorités. Et cette demande-là, elle va être soumise au test d'un tribunal. OK, mettons qu'on backtrack. Cette personne-là rentre comment? Bien, ça peut être de différentes manières. Donc, il y a des personnes... Donc, si on revient, il y a de ça quelques mois, voire un an, il y avait plusieurs personnes qui passaient par ce qu'on appelait le chemin Roxham. Mm-hmm. Donc, un point d'entrée non officiel ou irrégulier. Donc, entre deux postes frontaliers, les gens passaient par ce point-là, par ce point d'entrée-là, et demandaient l'asile au Canada. Ça, c'est une manière. Aujourd'hui, le chemin Roxham, il est fermé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne passent pas par d'autres points réguliers? Non, ça arrive quand même, ça arrivera toujours parce que les gens qui sont forcés à l'exil vont trouver des manières de rentrer. Cela dit, je veux, entre guillemets, rassurer les gens, c'est pas les routes que les gens empruntent pour demander l'asile. Il peut y en avoir plein. Il pourrait y avoir quelqu'un, par exemple, qui est ici sur un visa d'études ou un visa de touriste, qui est là pour faire un programme quelconque, disons 1 an. Et là, boum, dans son pays, arrive une guerre, un conflit, puis là, ben, il ne peut pas rentrer. Ben, à ce moment-là, il va faire une demande d'asile à l'intérieur du Canada, donc une demande qu'on va appeler inland. Mais ça, c'est des technicalités, ouais. Là, on ne rentrera pas là-dedans. Fait que ça peut être comme ça. Les gens peuvent faire une demande d'asile à l'aéroport. Fait que t'arrives, puis là, à la douane. À la douane. C'est pas le même genre d'arrivée. Hein? Non, effectivement, c'est pas le même genre d'arrivée, effectivement. Donc, tu sais, il existe plusieurs manières. Puis toutes ces demandes-là, ultimement, sont traitées par une seule et unique entité, qui est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la CISR. Donc, ce sont des juges. Au palais de justice. C'est pas au palais de justice. OK. C'est à Guy Favreau, là où je travaille, à Montréal. Ouais. Quoique depuis la pandémie, les audiences sont rendues majoritairement en virtuel parce que... Mais mettons, le demandeur d'asile, il va être où? Il va être de chez lui, de son logement, donc... Ou il peut être en présentiel, donc devant le commissaire, si jamais il y a nécessité à. Mais la plupart des audiences à l'heure actuelle se font de manière virtuelle. Mettons donc, quelqu'un qui arrive puis demande l'asile à la douane. Ouais. Il faut qu'il se trouve un appart là. Comment ça fonctionne? Il va essayer de trouver quelqu'un qu'il connaît. Comment on va le prendre en charge? Ben, écoute, c'est super intéressant comme question. Puis, c'est difficile pour moi de te donner un portrait universel de tout le monde parce que les routes sont tellement différentes. Puis, en fonction de là où tu arrives puis de ta situation, les services sont pas les mêmes. Mais mettons que tu arrives depuis l'aéroport, tu fais une demande d'asile, bien là, à ce moment-là, tu vas être référé notamment au Québec, là, au PRIDA, là, qui est le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, qui est un programme qui est géré par l'État. À ne pas confondre avec Prada. C'est pas la même chose. Non, effectivement, c'est pas la même chose. Excusez, j'essayais d'alléger la conversation. Fait que oui, donc il y a des services, il y a des gens dévoués, là, Jay, là, tu sais, incroyable, des cœurs sur la main qui, justement, accueillent ces gens-là, les prennent en charge, puis travaillent en collaboration avec eux, tu sais, voient c'est quoi leurs besoins, identifient. C'est des centres? C'est des centres. Wow. C'est des centres, donc c'est des centres d'hébergement. Ouais. Donc, on peut accueillir des personnes seules, des familles, on peut accueillir également des mineurs non accompagnés. Ça existe, ça. Puis il y a un super documentaire qui s'appelle « Seul », fait par Paul Thom, qui est exceptionnel. Et je pense, si je ne me trompe pas, que c'est disponible sur Télé-Québec. Okay. C'est l'histoire de 3 mineurs non accompagnés qui sont arrivés de manière différente au Canada. Par avion, par la frontière. Puis ils nous racontent comment ils sont arrivés ici, pourquoi ils sont venus seuls, puis comment ils se sont intégrés, puis c'est quoi leur vie depuis, tu sais. Et c'est fascinant. Et le courage que ça prend. Ah. Tu sais, t'as 15, 16, 17 ans, t'arrives ici, t'es tout seul. C'est fou. Ouais. Alors, je recommande vivement, là, chaleureusement à tout le monde, si vous avez le temps d'aller écouter ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment un beau documentaire. Puis ça, je trouve que ça humanise aussi le visage de ces personnes-là, parce que souvent, les personnes demandeurs d'asile, puis là, je m'excuse, je saute du coq à l'âne, mais c'est des gens qui,
pour des raisons assez évidentes, parce qu'elles fuient la persécution, parce qu'elles craignent justement d'être persécutées, vont pas prendre la parole dans les médias, dans le discours public. Elles veulent pas être identifiées. Elles ont fui ici, fait que là, elles ont peur que les gens puissent les retracer. Donc, c'est pas des gens qui, justement, s'expriment ouvertement. Mais là, on a accès à, justement, 3 histoires et ça nous ramène vers notre humanité profonde. Alors, j'encourage vraiment les gens à écouter ça. Alors oui, les personnes demandeuses d'asile, on les prend en charge. Il y a des services d'accompagnement, de référencement, d'orientation, d'hébergement. Puis après ça, avec le temps, ben, ces gens-là vont ultimement se trouver un logement et elles vont avoir accès à un permis de travail. Des cours de français, je Des cours de francisation, effectivement. Et tout ça dans une perspective d'intégration aussi. Mais encore là, tu n'as peut-être pas encore été entendu par un tribunal qui doit juger si oui ou non ta demande, elle est crédible, elle est bien fondée. Donc, ça se peut que toi, t'attendes 1, 2, des fois 3 ans pour des circonstances XY avant d'être entendu, justement, par un commissaire. Et là, la pression de devoir prouver, justement, que tu as peur. Tu sais, comment tu expliques à quelqu'un « j'ai peur parce que telle affaire, parce que je crois en ça, puis c'est la religion minoritaire. J'ai peur parce que, ben moi, je t'aime, Jay, puis dans le pays où est-ce que je me trouve, ben c'est pas toléré, justement, l'amour entre 2 hommes ou entre 2 femmes. » Donc, bref, c'est quand même une expérience ardue et traumatique, je pense, pour une personne demandeuse d'asile que de passer par là, mais il faut le faire. Le système, il est fait comme ça. Et c'est ultimement après cette audience-là, après cette décision-là, que on reconnaît la personne le statut de réfugié ou on ne lui reconnaît pas. Et là, cette personne-là pourra être, peut-être, potentiellement, en fonction s'il y a des appels ou pas, là, mais faire l'objet d'un renvoi. Donc, va être retourné dans son pays d'origine parce qu'on n'aura pas cru à sa demande d'asile à ce moment-là. Et là, c'est le moment dans l'histoire où il y a le plus d'humains en mouvement. Est-ce que je me trompe? Ah, tu te trompes pas. C'est ça. Tu te trompes pas, effectivement. Fait que toi, tu rentres en poste, puis c'est comme, il y a du pain sur la planche, là. Écoute, je rentre en poste, puis le monde est un peu dans une situation chaotique. Plus que jamais, il y a du monde sur les routes de l'exil. Puis ça, c'est les personnes qu'on sait, mais j'imagine, tu sais, le chiffre, il était sorti il y a plusieurs mois de ça, là. Oui, exact. 114 millions. Personnes en mouvement. 114 millions, c'est personnes qui sont déplacées de force. Déplacés de force. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont sur les routes de l'exil, qui sont soit des réfugiés, soit des demandeurs d'asile, soit des personnes qui sont déplacées à l'interne. Et ça, j'insiste, c'est la majorité des gens. T'sais, là, nous, on pense là, qu'à nos frontières, on accueille beaucoup, qu'on reçoit beaucoup, mais la réalité, c'est que à peu près 70% des gens vont aller dans le pays limitrophe de où est-ce qu'ils habitent essentiellement. Donc, tu sais, les Ukrainiens, ils vont aller en Pologne, en Moldavie, en Hongrie. Les Syriens, ils ont été où? Ils ont été en Jordanie, au Liban, en Turquie. Les Afghans, ils vont où? Ils vont au Pakistan. Les gens au Congo, DRC Congo, ils vont où? Ils vont en Ouganda. Les gens au Soudan, ils vont où? Ils vont en Égypte. Donc, c'est le pays voisin, tu sais. C'est ces pays limitrophes-là qui vont accueillir le plus de personnes. Fait que les pays qui accueillent le plus de personnes en mouvement ne sont pas nécessairement les pays qu'on va penser qui sont les personnes qui accueillent le plus. Oui. L'idée qu'on va se faire. Ouais. Ben, en fait, l'idée reçue, je pense, quand tu regardes nos médias, ici ou ailleurs, notamment en Europe, on va entendre beaucoup parler de flux. Il y a des mots très durs qui vont être utilisés, genre invasion, mouvement à la frontière, flux migratoire. Donc, il y a une espèce de champ lexical de... Ouais, des crimes des courants de l'eau, là, ouais. Presque animaliers un peu, alors qu'ultimement, c'est des individus, c'est des êtres humains. Qui cherchent la paix. Qui cherchent la paix, qui cherchent comme la sécurité, le sanctuaire.
Puis ces gens-là, ces individus-là qui arrivent justement aux frontières de ce qu'on va appeler l'Occident ou le Nord global ou les Amériques ou l'Europe, peu importe, ben, sont minoritaires par rapport aux gens qui sont déplacés à même leur propre pays en raison des conflits ou dans des pays voisins aux leurs, comme les pays que j'ai nommés, le Pakistan, l'Égypte, l'Ouganda, la Colombie qui a accueilli des millions de personnes du Venezuela. Donc, c'est ces pays-là qui vont recevoir davantage, plus que les pays du Nord global. Et évidemment, la peur, c'est rarement un bon moteur de prise de décision. C'est assez rare là, qu'on prend la bonne décision dans la peur. Là. Qui fait que je peux comprendre que les gens l'inconnu peut faire peur. Mais mettons, les pays que tu as nommés, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des nouvelles de justement ces milliers, voire millions de personnes déplacées là dans des nouveaux pays, en Colombie et compagnie? C'est du monde à placer, tu sais. Oui. Comment ça se déroule? Est-ce que je sais que tu n'es pas allé en mission, fait que tu peux pas nécessairement nous parler de ce que tu as vu, mais j'imagine que l'ONU est très impliquée. Bien, forcément. Nous, on est 21 000 à travers le monde. On est présent dans 135 pays. Fait qu'on a quand même des antennes un peu partout, le HCR. Donc, oui, je suis en constante collaboration, communication avec mes collègues. Je te dirais que les situations varient à travers le monde. Mais s'il y a bien une constante, les pays qui, entre guillemets, s'en sortent le mieux ou se portent le mieux vis-à-vis ces mouvements de gens-là, ces arrivées de gens-là, c'est les pays qui vont favoriser l'intégration. Donc ça implique Ça implique là, de pouvoir donner les gens une opportunité de pouvoir travailler, loger les gens. Puis, est-ce que ça veut dire aussi de favoriser l'adaptation? On entend souvent parler de que ce soit des réfugiés ou des immigrants qui ont des hautes études dans leur pays, mais qui sont pas capables de pratiquer leur métier dans le pays d'accueil. Tout à fait. Y a-tu de ça aussi? Bien, 100%. 100%. Reconnaître les qualifications des individus, ça fait partie, selon moi, de l'intégration. Il y a des gens, je veux dire, souvent, on a une image, malheureusement, très misérable des personnes réfugiées, des personnes demandeuses d'asile. Certes, il y a des gens qui fuient des conflits, des situations atroces, mais il y a aussi des gens qui, tout comme toi et moi, sont des gens, qui sont éduqués, qui ont des vies, qui ont... En fait, tous ces gens-là ont des vies, tous ces gens-là ont des rêves. Personne n'a choisi d'être dans cette situation-là. Personne n'a choisi d'être dans cette situation-là. Bravo, tu l'exprimes tellement bien. C'est exactement ça. Donc, quand la guerre éclate, tout le monde fuit. Là. Que tu aies un doctorat en chimie ou que tu sois dans le milieu de la restauration ou que tu sois un athlète de haut niveau ou que tu sois... peu importe, les gens vont être contraints de fuir, vont quitter. Donc, ces gens-là arrivent avec un bagage, justement, d'idées, de valeurs, certes, d'éducation. Puis, il faut mettre à profit tout ça. Puis, encore une fois, les pays qui s'en sortent le mieux, entre guillemets, c'est les pays qui favorisent l'intégration des individus. Que dans le fond, les réfugiés ou les personnes demandeuses d'asile accueillies finissent par aider le pays à se porter mieux. Ils Tout à fait. Mettre l'épaule à la roue, dans le fond. Exactement. Du pays d'accueil. Exactement. Tu sais, je veux pas réduire les personnes qui sont contraintes de fuir à ce qu'on pourrait appeler le discours peut-être plus économique, mais je pense que c'est une composante du débat sur l'immigration. Qu'est-ce que tu veux dire, excuse-moi? Dans le sens, il y a des gens qui vont voir les personnes immigrantes, c'est une personne immigrante égale un travailleur. C'est vrai, mais moi, je pense que le travail, c'est une composante de nos vies, c'est pas toute notre identité. Donc, il y a ça, mais il y a aussi tout le reste. Donc, je ne veux pas réduire les personnes immigrantes ou les personnes réfugiées ou demandeuses d'asile à uniquement, c'est ça, des personnes qu'on va utiliser pour les forces du travail. Je comprends. Cela dit, ces individus-là veulent travailler, ils veulent participer à notre vie économique,
Puis si on leur donne les chances, ben ils vont le faire. Puis le travail, c'est tellement un beau lieu d'intégration parce que ben tu développes justement des liens, ta francisation, le sentiment de communauté, le sentiment de partage. Tu reçois des autres, mais tu donnes aussi beaucoup aux autres. Et combien d'entreprises nous font la démonstration de l'importance de tout ça? Toi, mes ta propres famille, parents, tes exact. propres parents, tu sais, ils reçoivent des travailleurs saisonniers, si je me trompe pas. Exact. On reçoit des Guatémaltèques qui arrivent, on est le 1er avril, je pense qu'ils arrivent dans 2 ou 3 jours. Eh oui, Tu sais, ils passent plus de temps ici que chez eux. eh ouais, Ils passent 8 mois par année chez nous. c'est incroyable. Tu sais, puis ils sont bien chez mes parents, ils ont leur propre... tu sais, mes parents ont bâti une maison juste pour eux, Ouais. puis ils ont la voiture, puis ça, c'est les lois, là. Ils n'ont pas le choix de, évidemment, les loger, leur Ouais. permettre de se déplacer, puis ça, mais sont en plus, tu sais, mes parents sont très généreux, puis sont, Ouais. tu sais... mon beau-frère, avec des personnes qui viennent des Philippines. Ouais. Puis eux autres, c'est différent parce que mes parents, c'est des travailleurs saisonniers. Si je ne me trompe pas, Martin, c'est des personnes qui souhaitent immigrer ici. Ouais. Fait que c'est un programme, ça doit être difficile aussi parce qu'ils quittent souvent leur famille. Leur Mhm. famille reste à la maison, si j'ai bien compris. Puis eux, ils commencent à travailler, puis ils s'habituent. Puis avec le temps, la famille va pouvoir venir les rejoindre. Tout à fait. Mais tu sais, t'sais, on le sent juste avec nos travailleurs saisonniers, les Guatémaltèques. Moi, je les connais pas beaucoup. Quand je passe à la maison, je vais les saluer, je vais discuter un petit peu avec eux. Mais mon beau-frère a passé énormément de temps avec eux. Tes parents. Mes parents. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui viennent d'accoucher, il y en a qui manquent l'accouchement des enfants, puis tout ça. Puis c'est un sacrifice qui est gigantesque. Mhm. Qui est gigantesque. Ouais. Tu sais. Puis tu le sens à la fin de la saison, les autres, c'est comme, hey, tu sais, il faut qu'ils rentrent, là, tu sais. Puis après ça, moi, je pense que j'essaie de faire une distinction entre la pitié et l'empathie. Mhm. Faut pas avoir pitié. Jamais. Non. Tu sais, c'est pas ça, là, c'est qu'on projette quelque chose, j'ai l'impression. Exact. Alors que c'est un choix qu'ils font, puis il faut Ouais. le respecter, tu sais. Ouais. Mais on peut être empathique Ouais. à leur situation, tu sais. Faire comme, oh, mon Dieu, je peux juste m'imaginer à Ben quel oui. point ça peut être difficile. tu sais. Mais oui. Mais je pense que ça commence par là, le partage aussi, tu sais, puis le sentiment de communauté, de t'asseoir avec quelqu'un, de comprendre c'est quoi son vécu, d'où il vient, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, puis à quoi il aspire. Puis de là commence justement un partage, puis un échange, puis c'est ça qui nourrit, selon moi, notre humanité profonde, là. Toi, mettons, c'est quoi pour toi, ça représente quoi pour toi de travailler pour l'ONU? Plein de choses. C'est sûr qu'il y a une partie très, très égocentrique, là. On en a parlé un peu tantôt, le rêve de jeunes, comment on se projette dans une organisation. Tu sais, il y a cet aspect-là. Mais fondamentalement, puis je l'ai dit récemment dans le cadre d'une entrevue, à une personne stagiaire qu'on passait en entrevue qui m'a posé la question à moi, puis j'ai trouvé ça exceptionnel que les jeunes... Ça, je veux le mentionner, là, j'ai passé quelques personnes en entrevue, puis à la fin de chaque entrevue, je donne l'opportunité aux individus de nous poser des questions s'ils en ont. Puis moi, je me rappelle dans mon temps, très gêné, tu sais, comme le milieu du travail, c'est imposant, puis t'es comme, non, j'ai pas de questions, ou t'en poses une juste parce que tu veux avoir l'air intéressé. Mais là, des questions fascinantes sur, mais moi, j'aimerais savoir pourquoi vous travaillez là, monsieur? Comme, ouais. qu'est-ce qui vous motive au quotidien? J'étais comme, ça m'a pris de court, mais en même temps, je salue cette audace-là, puis je salue ce besoin des jeunes de comprendre aussi, tu sais. De pas juste se faire imposer quelque chose, mais c'est ça, de dire, ben moi, si je veux participer à quelque chose, si je veux te donner mon temps, mon énergie, je veux comprendre c'est quoi ta motivation. Puis est-ce que nos motivations se rejoignent, toi puis moi? Puis j'étais comme, chapeau, pour vrai, chapeau pour ces belles questions-là. Puis ce que je lui ai répondu à la question de la motivation, tu sais, pourquoi travailler pour les Nations Unies, notamment pour la HCR, ben c'est le mandat. C'est les gens avec qui je travaille, ultimement. Donc, le mandat de protection des personnes déplacées en raison des conflits, des personnes qui sont déplacées en raison de la persécution, c'est ça qui me motive au quotidien, moi.
Je trouve que c'est un mandat qui est certes noble et honorable, mais ultimement, c'est le lien que j'ai avec ces individus-là qui me motive au quotidien. C'est de me nourrir de leurs histoires, de leur fierté, de leur courage. Moi, c'est ça, mon carburant au quotidien. Puis c'est la raison pour laquelle je voulais travailler pour le HCR, tout simplement. Puis, je te pose la question parce que je pense que tu as appris à faire ça dans ton métier d'avocat, mais il y a aussi un peu comme un psychologue ou n'importe qui travaille dans... tu sais, je veux dire, ta job est très différente de la mienne. C'est-à-dire que moi, mes conversations, je suis humoriste. Moi, je suis supposé jaser, puis c'est supposé être drôle, puis léger, entre guillemets, puis funny, puis tout ça. Toi, il y a quand même une part où c'est comme, ça peut être stressant, ça peut être, je veux pas utiliser le mot lourd, mais tu sais, c'est comme, c'est chargé. Ouais. Comment tu fais pour avoir un certain détachement? Parce qu'il faut être très empathique, j'imagine, pour être dans ta position, mais il faut aussi vivre sa vie, pas se sentir coupable d'être ici puis d'être bien. Tu sais, il y a toute cette... 100%. Écoute, je pense que cette culpabilité-là m'habite un peu, puis m'a habité pendant un certain temps, notamment pendant le plus fort du conflit syrien, qui est une des plus grandes crises de déplacement à travers le monde. Là. On parle de 7 millions, 8 millions d'individus qui ont été forcés de fuir la Syrie. Tu sais, toi, tu es ici, dans ton confort, dans ton beau petit condo, dans ton luxe, tu as accès à de l'eau courante, tu as accès à des soins de santé, tu as accès à une éducation, tu as un filet social, un filet d'amis, tu sais, un réseau qui est là pour te soutenir. Puis là, je regardais ma famille puis je me disais, oh my God, tu sais, on est vraiment on est sur 2 planètes. Puis ces gens-là et moi, on est reliés par le sang. Comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est moi qui est ici, puis eux qui sont là-bas, c'est le hasard de la vie, probablement. T'aurais littéralement pu être là-bas. J'aurais littéralement pu être là-bas. Fait qu'il fallait un peu relativiser, puis il fallait, en tout cas pour moi, je parle pour moi, là, il fallait que je trouve un sentiment de contrôle sur ce que je pouvais faire ici. Donc, sachant que je ne pouvais pas adresser les causes politiques ou les causes humanitaires de ce qui se passait là-bas, ben, il fallait que je trouve une manière de me sentir, entre guillemets, utile ici. Puis, je l'ai fait en m'impliquant. Avec les ateliers. À l'époque. Ouais. Avec les personnes réinstallées syriennes au début, mais après ça, il y a eu tellement plus de monde. Fait que, selon moi, c'est comme ça qu'on gère ce sentiment de culpabilité-là. C'est justement en disant, bon, ben, je vais être proactif sur ce que je peux contrôler ici. Je vais faire une différence sur ma communauté ici. Puis je pense que si on le faisait tous et toutes, ben, la différence, elle peut être planétaire. Parce que si moi, j'influence ma communauté, puis toi la tienne, puis lui la sienne, puis l'autre la sienne, ben, ultimement, toutes nos communautés sont influencées positivement, ben là, on peut créer un changement. Donc, ça, c'est un. Maintenant, pour le lourd, entre guillemets, ce que tu nommais tantôt, I guess que je suis aussi habitué, puis je pense que le lourd vient notamment du juridique, de l'aspect légal. Puis pour moi, c'est pas lourd parce que c'est une langue que j'ai appris à apprivoiser, puis c'est une langue que je partage avec une communauté de gens qui, entre guillemets, pensent comme moi ou parlent la même langue que moi. Fait que je parle avec du monde, et puis on se comprend. Fait que pour moi, c'est pas lourd. Mais pour toi qui est de l'extérieur, sûrement que tu dis « Hey, ça semble être inaccessible. » Ouais. Au même titre que moi, quand je te regarde sur scène, puis je me dis « Aïe, aïe, ça doit vraiment être quelque chose... » de compliqué, monter un show, ça doit être difficile de se mettre en scène, ça doit être exigeant d'être vulnérable devant autant de personnes. Puis j'ai probablement un peu raison, mais toi qui es tellement dedans, t'es comme, ben moi, c'est mon quotidien. Bon, moi, je trouve que c'est un langage familier. Mais, ouais, non, exact. Je pense que... Mais... Et...
tu as mentionné quelque chose, tu sais, où justement, l'aspect de contrôle. Ouais. Sachant que là, tu as un mandat maintenant, tu sais, Ouais. où techniquement, tu as pas nécessairement plus de pouvoir, mais quand même, tu es dans la machine. Oui. Ton rapport à ça, c'est quoi, soudainement? Est-ce que tu rentres là avec... C'est quoi tes souhaits, mettons, ou tes objectifs? Est-ce que je peux te demander ça? Ben oui, tu peux certain. Personnellement, ou tu sais... Tu peux certainement me demander ça. Écoute, là, je suis à mon 2e mois de compléter. Jour pour jour. Littéralement, là, effectivement. Je me suis mis comme objectif pour les 6 premiers mois de juste comprendre et d'écouter. J'arrive dans un poste qui, comme tu l'as dit, c'est la machine, et je reprends aussi la chaise de quelqu'un qui a été là pendant très longtemps. Denise Otis. Ceux qui sont intéressés, mais ça doit être encore pertinent, ce qu'on a dit à cette époque-là, je peux pas croire. Je pense que oui. C'est sûr que oui. Il y a un podcast avec Denise, toi et moi. Et Denise incarne ce mariage parfait entre l'élégance et le professionnalisme. Et partout où je vais, les gens me le rappellent. Et partout où je vais, les gens, quand je leur dis « Je suis le nouveau chef de bureau du HCR », sont comme « OK ». Puis là, je leur dis « Je suis la nouvelle Denise ». Puis ils sont comme « Ah, ben oui! Wow. » Il y a quand même quelque chose aussi, dans le sens, je l'ai rencontré juste une fois, Denise. Ouais. Puis c'est vrai, élégance, professionnalisme, mais aussi très accessible. Ah, tellement. 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 Tellement terre à terre, tu sais. Tellement real. Ouais. Vraiment. Fait que c'est des gros souliers à remplir. Donc, si je reviens à mes objectifs, je voulais pas arriver là, m'imposer, puis commencer à gueuler. Dire, c'est comme ça qu'on va faire ça, voici comment moi je vois ça, parce que là, j'ai un poste de niveau plus managérial là, ou gestionnaire. Au contraire, je suis là, I sit back, I listen, I read the room, je vais à la rencontre des gens. À tous les jours ou presque, j'ai un café et ou une rencontre avec un organisme, une institution, quelqu'un avec qui je pourrais collaborer pour apprendre à comprendre l'écosystème dans lequel je suis. Fait que mon objectif, honnêtement, pour ces 6 premiers mois-là, c'est juste de comprendre dans quel milieu est-ce que je suis, c'est quoi le rôle de tout le monde, c'est quoi les défis des gens, c'est quoi les obstacles auxquels les gens se butent. Puis en fonction de tout ça, je vais me faire des objectifs. Je pense que je suis là sur du long terme, tu sais. Fait que ça sert à rien de courir, là, comme dans la fable de La Fontaine. Là. Ouais. Il faut partir à point, c'est ça? J'adore que tu me pointes comme si c'était moi la personne. La référence? Oui, entre nous deux, en termes de livres. C'est toi l'artiste? Je veux dire, t'es plus plus proche. Coureur aussi. Non. Moi, J'allais dire, t'es plus proche de Jean de La Fontaine que moi, tu sais. Ah, je suis pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord. Malheureusement. Mais non, je sais juste que... Il ne sert à rien de courir, il suffit de partir à point. Il me semble que c'est ça. Ah, bravo, tu vois, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Brillant, t'es bon, là, tu sais. Puis, mettons que, est-ce que t'avais... Quand tu étais kid, puis encore une fois, il n'y a aucune de mes questions, je ne veux pas te pogner. Là, non, c'est une conversation. Me dire, mettons, l'idée que tu avais de l'ONU et là, finalement, ce que tu rencontres, est-ce que c'est 2 trucs différents? Wow, full bonne question. Je pense que l'ONU, c'est l'ONU. L'ONU n'a pas changé depuis sa création, en 1948. L'ONU est une organisation internationale, est une organisation qui est créée par les États et qui dépend du financement des États. Et ultimement, c'est les États qui prennent des décisions. Les gens, souvent, vont pointer du doigt l'ONU en disant « l'ONU fait rien » ou « l'ONU est incapable » ou « l'ONU intervient pas ». Mais ultimement, nous, on ne décide pas par nous-mêmes, là. C'est-à-dire, oui, on a une forme d'agentivité, oui, on a une mission à remplir, mais si les États ne nous donnent pas les moyens pour le faire, donc un budget, si les États ne nous investissent pas d'un mandat justement clair pour soit intervenir, soit gérer, soit administrer,
L'ONU ne peut pas faire ce qu'elle est censée faire. Donc, selon moi, l'ONU, c'est la même chose. Ce qui a changé, cela dit, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, c'est la composition du monde. C'est le monde dans lequel on est. C'est ça qui a profondément changé. Hence, ça change la manière dont l'ONU intervient parce que les États ont changé, parce que les politiques ont changé, parce que les ressources ont changé, parce que les défis auxquels on fait face ont changé. Tu sais, la crise climatique, les changements climatiques, la course aux ressources, l'inflation, la multiplication des conflits, l'intensification des conflits, l'incapacité des États à faire la paix. C'est un gros problème. C'est un enjeu, là. Je te donne un exemple bête. Au HCR, on a ce qu'on appelle une procédure d'urgence. Donc, une procédure qui nous permet de déclencher une intervention dite urgente. Donc, quand il y a un conflit grave, un déplacement de population important, on peut activer les pistons, puis là, whoop, on intervient on the go. Historiquement, on intervenait en moyenne par année 8 à 10 fois. En 2023, donc l'an passé, on est intervenu 43 fois. Donc, te dire que le nombre de conflits ont augmenté, c'est un euphémisme, là. Les conflits se sont multipliés, se sont intensifiés et se sont même détériorés. Donc, ce qui était grave est rendu plus grave. Puis, je le vois dans nos communications, on a comme plus de qualificatifs, on n'a plus de mots assez forts pour qualifier ce qui se passe, par exemple, en Palestine, dans la bande de Gaza. Tu sais, on parlait de crise humanitaire, c'est plus qu'une crise humanitaire, là. Je veux dire, quand tu as presque 2 millions de personnes qui sont sur le bord de la famine, qui sont bombardées à tous les jours, c'est quoi le mot que tu vas utiliser pour qualifier la situation, tu sais? Donc, bref, longue réponse pour te dire que l'ONU, je pense, elle est la même organisation, mais le monde dans lequel on est a beaucoup changé. Hence, ma perception de l'organisation et de ce qu'elle est capable de faire, elle a beaucoup changé parce que le monde dans lequel on est a beaucoup changé. Puis, est-ce que ce serait souhaitable que l'ONU ait plus de liberté d'action? C'est une bonne question. C'est une question qui mériterait réflexion. C'est complexe aussi, tu sais, je comprends que ça faut qu'il y ait comme un accord de tout le monde pour... Ouais. Mais après ça, quand le mal est pris à quelque part, Ouais. Puis c'est ça aussi, là, c'est que c'est un effet domino, là, c'est pas aussi simple que comme tu sais, tout le monde est... Je connais rien, évidemment, là, je suis un humoriste niaiseux, là, tu sais, dans le sens... Mais la guerre, c'est lucratif pour bien du monde aussi. Puis l'argent mène le monde. Fait que t'es comme, fuck, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce que... Tu sais, là, on se rend compte aussi parce que c'est la journée de sensibilisation. Oui, c'est la journée canadienne pour les droits des réfugiés, le 4 avril. Mais on va y revenir. Okay. Mais j'aimerais ça revenir à ta question sur la pertinence de réformer l'ONU. Écoute, c'est un débat qui est en cours depuis la création de l'ONU. Le bras exécutif de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité, qui est essentiellement composé de 5 membres permanents et de membres non permanents qui font des rotations. Les 5 membres permanents, c'est les États vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Puis je vais dire ce que le chef des Nations unies dit tout le temps. Il dit, faut que ça change. On ne peut pas laisser l'administration, tu sais, du monde, entre guillemets, aux 5 mêmes États qui n'arrivent pas à s'entendre parce qu'ils sont juste sur 2 pôles. Ils sont dans des philosophies, dans des visions très antagonistes du monde et ils n'arrivent jamais à s'entendre sur des choses aussi basiques et fondamentales que la paix. Genre, qu'on arrête de se tirer dessus, tu sais. Fait qu'on le dit nous-mêmes à l'ONU. Changez ça. Changez la manière dont l'organisation fonctionne, dont le bras exécutif fonctionne, pour que, justement, on aspire à des interventions qui soient plus proactives plutôt que réactives, puis à quelque chose qui est plus pérenne, comme la paix,
plutôt que des pourparlers qui s'éternisent ad vitam aeternam, puis que ça coûte la vie à 30-35 000 personnes, dont la moitié sont des enfants. Et là, je donne l'exemple ici de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Ouais, c'est comme Donc, si bref, la bureaucratie étouffe. Ben, la bureaucratie, mais les États aussi, tu sais. Fait qu'ultimement, c'est les États qui peuvent décider de changer la manière dont s'organise le pouvoir, mais quand tu as le pouvoir, est-ce que tu veux vraiment le laisser aller? C'est une question philosophique à laquelle je vais inviter les gens à réfléchir. Vous serez noté sur 20. Vous pouvez écrire votre dissertation en commentaire. C'est fou comment le pouvoir, c'est la drogue la plus puissante au monde. C'est... Comment tu fais pour pas te décourager? Comment je fais pour pas me décourager? Ben, Est-ce que c'est défaitiste un peu comme question? Là? Je suis désolé. Non. Je pense que je suis fondamentalement optimiste. Ouais. Je pense que je suis habité par quelque chose, je vais dire, d'heureux. Est-ce que c'est candide ou lucide de voir le monde un peu comme, je vais dire, un peu comme Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, qui était essentiellement un optimiste parce qu'il disait l'être humain est perfectible. Donc, l'être humain peut s'améliorer, on peut aspirer au progrès, puis dans sa vision des choses, que je partage un peu, c'est l'éducation qui nous amène vers le progrès, qui nous amène vers les lumières. Fait que selon moi, je suis optimiste parce que je peux faire une différence sur mon entourage, sur ce que je contrôle, sur les gens avec qui je travaille. Et cette différence-là, peut-être qu'elle va prendre du temps, mais je sais que sur le long terme, ça peut faire bouger les choses. Tu sais, l'ONU, c'est un gros paquebot, là. Quand on trouve qu'au Québec, par exemple, le système de santé, c'est un bateau qui est difficile à gouverner, là. Imagine quand tu as un système de santé fois 114, là. Donc, le changement, il passe par un truc plus longitudinal, plus long terme qu'un truc qui s'inscrit dans le temps, puis que tu fais telle action, puis là, tu as tel résultat. C'est plus comme un petit bloc à la fois. Tu vas construire un édifice, puis tu vas aspirer à du changement, à des améliorations. Puis il y en a plein, là, des améliorations positives, là. On a fait beaucoup de progrès, je pense, comme humanité, sur plein d'enjeux, sur plein de questions, que ce soit des questions reliées au développement, à l'environnement, malgré ce qu'on peut penser, à la santé en général, à l'éradication de la pauvreté. Je te dis pas qu'il n'y a pas de défis, là. Il y a encore plein de défis, mais il y a aussi beaucoup de changements positifs qui ont été faits. Puis ça, il faut les souligner selon moi. Puis c'est en ce sens-là que je reste optimiste. Donc, éducation, sensibilisation, puis je rajouterais quelque chose, l'être humain. Ce sont des grosses machines avec lesquelles on travaille, mais ultimement, qui gère les machines? Ce sont des individus. Et les individus sont gouvernés par quoi? Sont gouvernés par des sentiments, par des émotions, par, je pense, fondamentalement, un sentiment altruiste. Des fois, il est bien caché. Des fois, c'est une pistache qui est très serrée. Mais je pense qu'avec le temps, on peut ouvrir cette pistache-là, notamment avec de l'empathie, avec de la bienveillance, avec de l'amour, avec de l'écoute. Donc, c'est ça ma philosophie, puis c'est là où est mon optimisme. Tout ce que tu dis, ça résonne très fort pour moi, puis je pense que l'empathie, je trouve, c'est quelque chose qu'il faut nourrir puis continuer je pense que j'ai la chance d'être quelqu'un, somme toute, très empathique de base. Fait que c'est peut-être plus facile pour moi que pour d'autres, puis c'est probablement une chance. Mais, tu sais, je discutais ce week-end avec mes proches de, justement, la situation du monde, puis ça, puis après ça, je te pose cette question-là, peut-être plus en tant que Joey, mon ami, que, tu sais, chef du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, pour l'ONU, estimant de l'avoir à un moment donné. Comment tu fais pour incarner ça, ce que tu as nommé, que ce soit l'empathie, l'amour, l'écoute, quand
ton interlocuteur, c'est le mal, Mm. qu'il n'y a rien de ça. Mm. C'est ça qui semble difficile. Mm. C'est comme s'il y a un bully à l'école, Ouais. puis que t'as beau, il kill them with kindness, il n'y a rien à faire. Tu sais, c'est ça qui semble étouffant. Mm. C'est que c'est comme comment on fait. Après ça, des fois, je me trouve bien peace and love de faire, ben dans le fond, il faudrait juste arrêter faudrait arrêter la guerre, il faudrait juste qu'il n'y ait pas d'armes. Ouais. Puis là, ben, on dirait que je me sens peace and love quand je dis ça, mais je suis comme, ben, puis on dirait que ça se peut pas. Mm. Puis je peux pas croire. Mm. Tu sais? Écoute, je pense qu'il y a plusieurs axes de réponse que je pourrais t'offrir, à commencer par cette profonde conviction que je pense qu'à long terme, les gens bien vont gagner. Tu sais. Puis on va l'emporter sur le dit bully. Donc ça m'habite. Puis il faut, parce Puis que il sinon, faut nourrir l'espoir, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait tout ici? Tu sais? On n'a pas le choix. Exact. On n'a pas le choix. Fait que ça, c'est un. De deux, quand je regarde les gens qui souffrent, les gens qui fuient, les gens qui ont vécu des situations extrêmement traumatiques, graves et difficiles, qui parviennent justement à, un, garder l'espoir, puis deux, à devenir des agents de changement positif, je me dis, ben, si eux et elles là, le font, moi qui va bien, là, moi qui n'ai pas été soumis à tout ça, là, moi qui n'ai pas passé par la jungle, moi qui n'ai pas fui les agressions physiques, les viols, comme qui suis-je pour ne pas justement utiliser ce privilège-là que j'ai, puis ultimement devenir un agent de changement positif. C'est là. Moi, je regarde ma boss. Ma boss est canadienne d'origine palestinienne. Elle travaille pour le HCR, pour les Nations Unies. Elle croit encore à notre mission. Elle croit encore à la paix. Elle croit encore qu'on peut faire une différence dans la vie de millions d'individus. Puis je me dis, si elle y croit encore, moi, j'y crois encore. Je travaille avec des personnes, je rencontre des personnes demandeuses d'asile, des personnes réfugiées qui font des choses extraordinaires. Extraordinaires. Puis je me dis, ben s'ils croient encore, moi, j'y crois encore, là. On est dans la même équipe, là. Fait qu'on dirait que j'ai cette confiance-là dans mes teammates. Puis je me dis, ben c'est comme ça qu'on va avancer. Puis ultimement, le bully, il va finir par peut-être changer d'équipe, puis nous rejoindre. Puis peut-être que c'est naïf, puis peut-être que c'est candide, mais je pense aussi que on est certes dans un monde qui est complexe. Et je pense que des fois, on cherche des solutions trop complexes, alors qu'on pourrait revenir à la base, à l'essentiel, à des solutions simples, à des solutions, à des actions à plus petite échelle, à ce sentiment de communauté-là, à ce sentiment de partage-là, puis c'est là qu'on va faire une vraie différence. Puis je le vois dans le... Je l'ai vu dans le cadre de mes différentes implications, de mes différents engagements, de mon bénévolat, que ce soit avec des personnes âgées, que ce soit avec des jeunes au secondaire. Quand tu agis localement, tu fais une différence. Puis ça marche. Tu sèmes des graines. C'est ça qu'on fait, man. On sème des graines. C'est tout. Puis il y a des gens pour qui la plante, elle va prendre 8 ans avant de grandir. Puis il y a des gens pour qui la plante, en un été, man, ça devient un pommier, là, ou ça devient je sais pas quoi, là. Mm-hmm. C'est correct. How do you feel about that? Oui, je suis d'accord. Ça résonne fort. Ouais? Ouais, mais c'est... Puis, mettons ton souhait pour la journée. C'est quoi l'objectif de cette journée-là? Oui, oui, parce qu'il faut le dire aux gens, c'était ça un peu la prémisse. Hein? On s'était dit, hey Jay, c'est le 4 avril qui s'en vient, c'est la journée canadienne des droits des personnes réfugiées. Ça serait le fun de le souligner et d'avoir une conversation sur ça, mais aussi sur plein d'autres affaires, pardon. Exact. Cette journée-là, c'est mon laïus historique ici, elle est née en 1985 et elle marque essentiellement un arrêt de la Cour suprême
l'arrêt Singh, S-I-N-G-H, pour celles et ceux qui voudraient aller lire. C'est une des premières fois que la Cour suprême s'est penchée sur la Charte canadienne des droits et libertés, charte qui a été qui est rentrée dans notre Constitution en 1982, donc on est 3 ans plus tard. Et là, on se posait la question à cette époque-là. En fait, c'est les personnes qui demandaient l'asile ici. Et il y avait toutes sortes de questions dans lesquelles je ne rentrerai pas. Mais la Cour suprême nous a dit essentiellement 2 choses, je pense qu'il faut qu'on souligne. C'est que la Charte canadienne s'applique à tout le monde, donc pas juste aux citoyens canadiens, mais également aux, entre guillemets, étrangers qui viennent demander la protection du Canada comme les personnes demandeuses d'asile. Donc, dans chacun un droit à la vie, à la sécurité, à la liberté, machin, mais dans le chacun, c'est tout le monde. C'est pas juste toi puis moi parce qu'on est citoyen, mais c'est tout le monde. Donc ça a été majeur. Puis 2, la Cour suprême nous a dit aussi, on ne peut pas juste décider d'une demande d'asile sur le coin d'une table de même. Il faut donner l'opportunité aux gens d'être écoutés, d'être entendus, de soumettre les preuves pour qu'on puisse juger si, effectivement, ils ont une demande qui est crédible. Et cet arrêt-là a mené à la création de la Commission de l'immigration. Donc, à un tribunal spécialisé de gens qui sont qualifiés, qui font que ça, qui entendent essentiellement des dossiers qui touchent de près ou de loin au droit de l'immigration, au droit d'asile. Donc, ça a été majeur au niveau canadien. Ça a été une vraie révolution, cet arrêt-là, parce que ça a amené une nouvelle perspective sur les politiques canadiennes en matière d'asile et en matière de traitement des demandes de reconnaissance du statut de réfugié. Donc, c'est major le 4 avril. Alors, je pense qu'on doit souligner ça. On doit souligner qu'on a un État on a un système qui est fort, on a un système qui est juste, qui est équitable, qui certes a beaucoup de défis, comme partout ailleurs, par ailleurs, mais qui est un des systèmes qui est regardé à travers le monde comme étant dans les meilleurs, dans les plus accessibles, dans les plus justes, dans les plus efficaces, où les gens ont l'occasion d'être entendus, ont l'occasion d'offrir à un tribunal des preuves, leurs témoignages, pour qu'on décide ultimement s'ils ont droit ou non à la protection du Canada. Donc, fermeture de l'aspect historique. Oui. Donc, c'est ça, cette journée du 4 avril-là, qu'on souligne à travers le Canada. Et voilà. Donc, c'est de se rappeler ça. En fait, c'est de se rappeler de où est-ce qu'on vient, de où est-ce qu'on est. Puis tantôt, on parlait de progrès, on parlait d'amélioration, on parlait de est-ce qu'on peut changer. Bien, la preuve qu'on peut changer, la preuve que des fois, une décision individuelle peut faire en sorte que les choses changent, que les choses avancent, qu'on pense différemment. Alors, ça se peut. Le changement est possible. Il faut juste reculer un peu puis regarder ça de manière plus macro. Ouais. Puis, qu'est-ce que votre mandat avec cette journée-là, c'est juste de sensibiliser les gens. Est-ce que... Parce que, comment tu sens que les Canadiens ou les Québécois sont par rapport à l'immigration ou les réfugiés puis les demandeurs d'asile? Parce qu'on... De l'extérieur, parce que je sais rien, on est quand même ouvert, mais c'est tout le temps une conversation compliquée. Mm. Tu sens tout le temps un groupe qui aime moins, puis qui sont plus réfractaires, mettons. Ouais. Comme... Écoute, est-ce que c'est une conversation compliquée? Oui ou non? Peut-être. Je pense que c'est une conversation qui est antagonisante. Donc, les gens vont être rapidement très polarisés par ce genre de conversation-là. Puis, je le vois dans mon quotidien parce que, malheureusement ou heureusement, peu importe comment tu vois ça, je dois passer du temps sur les médias sociaux et j'assiste et je suis témoin de ce que les gens peuvent véhiculer comme message à l'endroit des immigrants, à l'endroit des demandeurs d'asile, à l'endroit de... Cela étant dit, malgré ce déferlement de haine en ligne,
Je pense que les Canadiens et les Canadiennes sont ultimement, et j'insiste, les Québécois et les Québécoises sont ultimement des gens très accueillants. Mhm. Puis, je ne l'ai dit pas fort, mais je vais le dire fort. On est accueillant. On est historiquement un pays qui a été construit en partie par différentes vagues d'immigration, à commencer par nous, les Québécois. Puis je Exact. m'inclus là-dedans, même si je suis syrien puis que mes ancêtres sont au fin fond de la Mésopotamie. Je veux dire, les colons français, les colons anglais, ils sont arrivés ici comme des immigrants, là. Ouais. Comme des migrants qui voyaient une opportunité économique, une opportunité de peuplement, une opportunité de pillage peut-être, là. Mais c'est ça. Puis, de quoi tu veux qu'on parle? Tu sais, des vagues italiennes, portugaises, juives, ukrainiennes, tu sais, Ouais. de l'Europe de l'Est, les Syriens, comme Ouais. des Libanais, les Haïtiens, Ouais. comme la diaspora haïtienne à Montréal, là. Donc, on est, je pense, un pays, des gens qui sont ultimement très accueillants. Puis, là où je le vois, c'est quand on ramène ça à une échelle individualisée. Man, il faut que tu ailles dans les petites communautés, genre à Sept-Îles, genre à Rimouski, genre à Terrebonne, genre, tu sais, où un cégep va accueillir une personne qui vient de l'Ouganda ou va accueillir un étudiant réfugié réinstallé du Pakistan. Et là, c'est tout le monde qui se mobilise pour l'accueillir, le prendre en charge, l'intégrer, le faire sentir bien, puis vivre ce partage-là. C'est toute une communauté, tu sais, aux îles de la Madeleine qui se soulève parce qu'ils disent, ben nous, on a besoin de nos travailleurs mexicains. Si l'usine, on veut qu'elle continue à rouler, tu sais. Fait que c'est des gens qui vont se mobiliser pour faire en sorte que, ben, on va se rassembler, on va accueillir les gens, on va les intégrer, on va faire en sorte que ça marche et pour eux et pour nous. Donc, c'est vraiment à petite échelle, je pense, que cet accueil-là, cette bienveillance-là, cette bonté-là, elle s'exprime le mieux, puis elle se voit le mieux. Et j'invite les gens à potentiellement un peu se détacher de tout ce qu'ils voient sur les médias sociaux, parce que je pense qu'il y a des gens qui gueulent beaucoup, Ouais. il y a des gens qui parlent fort, il y a des gens qui sont très bruyants, mais quand tu tasses tout ça, Ça se veut somme toute minoritaire, c'est ça qui est il particulier. y a des gens qui sont fins, il y a des gens qui sont bienveillants, il y a des gens qui sont accueillants. C'est aussi que la vraie vie est dehors. Ben oui, Quand tu Ben vas oui. sur le terrain, c'est là que tu vois ce qui se passe. tu sais. ben oui. Puis j'invite les gens à avoir des conversations avec leurs voisins, avec leurs voisines. Moi, ça me dérange pas, là. Tu sais, on s'assoit puis on parle de la Syrie, on parle de mes parents, on parle de ce qu'ils ont vécu, on parle de... Ben, je suis convaincu que si on s'assoyait avec les travailleurs de tes parents, les Guatémaltèques, ils seraient enchantés de nous raconter leurs croyances, leur culture, leurs coutumes, puis qui seraient aussi curieux de savoir de notre côté comment on vit ça, tu sais. C'est quoi nos croyances, c'est quoi nos coutumes, puis c'est ça le partage. Mhm. Mais quand on a un dialogue de sourds, quand on se parle pas, ben c'est là qu'on va se monter les uns contre les autres. C'est ça. Donc, selon moi, ça prend ces espaces de médiation interculturelle, ça prend ces espaces de pont où on arrive à connecter les uns avec les autres. Ouais, absolument. C'est tellement important. Mais ça revient à l'empathie. Ah ouais? Ça revient à dire... Puis c'est ça aussi, c'est... Ah, je radote constamment ça, mais je dis beaucoup que je suis chanceux dans la vie. Mm. Puis à chaque fois que je dis ça, il y a quelqu'un qui va me reprendre pour dire hey, « Tu crées ta chance. » Puis je suis comme « Man, je suis né ici, Mm. dans une bonne famille. Ouais. Genre, c'est une chance. Mm. J'ai rien choisi de ça. Mm. C'est une chance. Ouais. J'aurais pu naître ailleurs. Ouais. J'aurais pu ne pas pouvoir être humoriste. Ouais. Ne pas avoir ce luxe-là Ouais. de pratiquer ce métier. Ouais. Ne pas avoir ce luxe-là de me poser des questions, de faire est-ce que je vais bien ou pas bien. T'es comme, quand tu essaies de survivre, Ouais, t'as pas le temps, t'es comme tu veux juste vivre. tout à fait. Fait que, puis c'est là où je fais, puis c'est de trouver la ligne justement entre la culpabilité puis juste de reconnaître la chance qu'on a, Ouais. puis de, c'est ça, juste d'être empathique, de faire ça aurait pu être moi, Ouais, ça aurait pu être nous. tout à fait. Puis je comprends pas comment on peut ne pas être empathique à ça. Puis ça va peut-être le devenir un jour, tu sais. C'est ça qui est Je veux dire, quand tu regardes, par exemple, les changements climatiques qui amènent des gens à fuir et à se déplacer,
des gens qui correspondent peut-être pas à la définition classique de réfugié parce que la Convention de 51 envisageait pas ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont déplacés en raison du climat, là. Moi, je l'ai vécu cet été, là. Dans le Grand Nord du Québec, les feux de forêt, ça a amené des gens à être relocalisés pendant un certain temps en raison de ces enjeux-là, là. Donc, est-ce qu'un jour, c'est nous qui allons être, tu sais, les réfugiés, les personnes déplacées? Fait que je pense qu'il faut qu'on prenne rien pour acquis. Puis je pense qu'on a tout à gagner à apprendre des autres, à s'asseoir avec les autres, puis justement à profiter de ce privilège-là que la vie nous donne, à ce luxe-là de pouvoir s'asseoir ensemble, d'échanger, puis de passer un bon moment. Life, man. Yo, merci tellement d'avoir pris le temps, Joe. Mais ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vraiment un honneur. Je peux pas... Je me trouve très impuissant face à tout ça. Je sais pas comment... fait que je me disais que on dirait que dans ma tête, c'est la seule affaire que je peux faire en ce moment, peut-être. J'essaie de me concentrer sur... Ça, c'est une bonne question. Peut-être, si les gens veulent aider, si les gens veulent faire quelque chose... on l'a dit, s'instruire, c'est ça. S'éduquer, ça c'est un. Aller à la rencontre des gens, partager, vivre un moment, faire du bénévolat. Il y a tellement un bel écosystème. Puis là, bon, c'est très montréalocentré ce que je vais dire, là, mais en région aussi, là, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui travaillent à l'accueil, l'intégration, l'orientation des personnes demandeuses d'asile, des personnes réfugiées. Donc, si les gens ont envie de vivre une expérience, impliquez-vous. Allez faire du bénévolat. Vous allez vivre une expérience incroyable. Et le pire, c'est que à chaque fois que j'ai fait ce genre de... que j'ai fait du bénévolat ou que j'ai offert de mon temps, inconsciemment, c'est le genre de truc que tu fais « Ah, tu sais, je vais aider quelqu'un. Et c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est fascinant. Exactement. Je me suis fait aider. J'ai découvert quelque chose, j'ai appris quelque chose. Fait que j'encourage vraiment les gens à le faire. Après ça, il y a des gens qui ont peut-être pas le temps, qui ont des familles, des enfants, qui voudraient s'impliquer aussi. Ben, c'est possible de le faire différemment. Des fois, ça peut être un don. Au HCR, on accepte des dons d'individus, d'entreprises. Les États nous font des dons aussi. Hein. Donc, notre budget au HCR est en partie constitué des fonds que les États nous donnent, mais que les particuliers nous donnent aussi. Nous, à Noël, on fait ça. On demande à nos parents, au lieu d'avoir un cadeau, ben j'aimerais ça que tu fasses un don à tel organisme en mon nom. Ça va être mon cadeau de Noël. J'en ai pas besoin de gogos, là. J'en ai pas besoin. Puis si j'en veux, je peux m'en acheter aussi. Là. Fait qu'à ce moment-là, why not? Mon beau-père, il dit toujours, moi, 1% de mon salaire, je fais des dons avec. That's it. Si mon salaire, c'est 100 000, ben 1 000 $, c'est mon budget de dons par année. Dons de bienfaisance. Puis je choisis les organisations auxquelles je fais des dons. Le HCR, ça peut en être une, mais il en existe tout plein, tu sais. Fait que j'invite les gens à aller faire un tour, à aller voir, puis à le faire. Exact. Je À le fais faire. une fonds pour l'Institut Douglas, la Fondation Douglas, c'est pour la santé mentale. Il y a toutes les causes, c'est ça, toutes les causes sont bonnes. Tu sais, Ben des fois, oui. c'est de trouver c'est quoi les causes qui te touchent. Tout à fait. Exact. Puis on n'est pas obligé de tout le monde donner à la même cause, là, on s'entend. Là. C'est ça, Exact. comme tu dis, il faut juste trouver quelque chose qui nous rejoint, nous touche. Toi, ben, tu sais, sport et santé mentale, ça allait de pair, si je me trompe pas. Yeah, exact. Ça t'a fait du bien pendant la pandémie de te mettre au sport, de courir. Exact. T'as fait un Ironman de fou. Yeah, dog. Fait que bravo. Chapeau. Bravo à toi, je voulais pas amener le sujet vers la course à pied, mais j'ai quand même réussi. Ce podcast était un labyrinthe et on a trouvé la sortie. Ah, j'adore. Comme quoi, ultimement, on parle toujours de soi. Hein? On revient toujours vers soi. Si je m'haïs, là. On revient C'est Mais non, haïs-toi C'est pas. une Là. joke, C'était mais- pas un reproche. Non, mais ça n'a pas de sens. C'est fou comment on parle tout le temps de soi, mais... Puis, il y a ça aussi, je trouve, dans toutes les personnes en mouvement, c'est de se rappeler... Moi, en tout cas, j'essaie de me rappeler aussi, des fois, je dis pas que j'ai raison, tu sais, je suis un étudiant là-dedans, je veux juste apprendre, puis des fois, la meilleure affaire à faire, c'est juste c'est pas à moi que ça arrive. Fait que c'est pas de ramener ça à moi. Au contraire. C'est juste de nourrir l'empathie, d'écouter, de faire ce que tu fais. D'écouter, poser des questions. Ouais, puis de pas le juger. Exact. On se juge pas, là. On apprend. Puis c'est correct.
C'est correct. On peut pas tout savoir, c'est ça. Nope. Je me- Nope. C'est ça. Nope. Félicitations, Joe. Merci, t'es fin. Puis l'ONU sont chanceux de t'avoir. On est chanceux de t'avoir. Puis je te souhaite courage. Puis quand on refera ça. Ben, anytime. Écoute, il n'y a rien qui dit que je n'irai pas en mission éventuellement. Yo, Donc, un déploiement sur le terrain. Donc là, mon travail ici est très institutionnel. Hein. Comme je disais, on travaille avec les gouvernements, les États, le public en général, les organisations, mais ultimement, peut-être qu'il y aura une mission d'urgence pour moi. Donc, j'irai sur le terrain pendant 3-6 mois. Peut-être qu'on fera un podcast depuis un camp de réfugiés, mais hein. depuis l'étranger. C'est comme particulier parce que c'est comme souhaitable et en même temps pas du tout. Tu sais, Ouais. comme c'est ça qui est particulier avec toute cette réalité-là des gens en Ouais. mouvement. Tu sais, j'espère tellement que c'est un record vraiment triste, tu sais, d'avoir 114 millions. 114 millions. Tu sais, c'est énorme. C'est immense. Fait que, tu sais, c'est vraiment important. Puis c'est fou comment faut. Encore une fois, des fois, je me trouve très peace and love de dire ça, mais ça devrait pas. Comme. L'affaire numéro 1, ça devrait être l'être humain, Ouais. l'humanité. Ouais. Tu sais, puis on dirait que pour trop de gens, c'est l'argent puis le pouvoir. Fait que c'est Tout à comme. fait. Ça brise le cœur. Mais faut garder espoir, faut garder courage. Puis moi, c'est le genre de truc où c'est des conversations où des fois, je peux comme m'affaisser puis je suis comme très sensible à ça. Fait que ça me fout. Mais je suis comme, il faut que je me parle puis j'essaie de pas me juger, mais faire, hey, dude, attends. Tu sais, oui. comme, faut en parler. Tout à Puis fait. il faut garder le moral. Puis Tout je à te fait. trouve très, très fort et très bon là-dedans. Puis, Merci. Fait que, Mais comme on a dit tantôt, tu sais, solutions simples à des problèmes qui peuvent paraître complexes. Puis il y en a certains qui le sont effectivement, mais des fois, quand on tasse un peu toutes les cartes, là, t'es comme, ah, le problème, il est simple, la solution, elle est simple, et on va l'adresser ainsi. Puis pas se juger. let's go. Merci, Joe. Merci à toi, mon beau Jay. Bravo. C'était un plaisir.